Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure, une lumière que nous allons projeter cette semaine sur un acteur bien connu du petit écran, mais aussi de la scène, Laurent Ournac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, les téléspectateurs vous ont découvert il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, grâce à Mon incroyable fiancé, cette émission de télé-réalité sur TF1. Vous avez ensuite enchaîné d'ailleurs toutes ces années sur TF1 grâce à Camping Paradis, où on vous retrouve régulièrement, aussi Danse avec les stars. Et vous êtes aussi comédien, on vous retrouve sur les planches. Alors après une pause en raison de la pandémie, vous êtes de nouveau sur scène en ce mois de novembre avec une pièce hilarante, très connue en Angleterre d'ailleurs, puisqu'elle est britannique à la base. C'est Ray Conniff qui l'a signée, qui s'appelle Espèce menacée, adaptée par Gérard Jugnot et Michel Blanc, mise en scène par le fils de Gérard Jugnot, Arthur Jugnot. Donc c'est une pièce dans laquelle vous incarnez Yvon, un comptable qui a des problèmes avec sa mallette qu'il a donc égarée dans le RER. Il a confondu avec une autre mallette dans laquelle se trouvent des millions d'euros. Enfin, le pitch n'est pas très bon, vous allez peut-être nous le préciser. En tout cas, c'est... On n'est pas loin. Alors, dites-nous en plus un petit peu sur cette pièce qu'on trouve au Théâtre Fontaine d'ailleurs. Exactement, au Théâtre Fontaine. Et oui, c'est la vie d'Yvon, qui est un petit comptable voilà, dans une petite entreprise et qui rentre chez lui le soir après une journée de travail. Il prend le RER et effectivement, dans le RER, il échange sa mallette avec celle de quelqu'un d'autre et il se rend compte qu'il récupère 7 350 000 euros. Une énorme somme. Une belle somme. Hein. On se projette tous en train de dire qu'est-ce que je ferais alors, de 7 millions d'euros. Et lui, Yvon, il décide de garder l'argent et de pas le rendre, de ne pas prévenir la police, de partir au bout du monde à Buenos Aires avec sa femme. Son épouse n'est pas tout à fait d'accord. Et voilà, elle n'est pas vraiment chaude pour partir et tout plaquer d'un coup pour aller vivre à Buenos Aires, pour ouvrir en plus une petite crêperie sur la plage. Voilà, et arrive un couple d'amis qui venaient fêter l'anniversaire d'Yvon. La police arrive, évidemment, celui qui a perdu ses 7 millions d'euros a bien envie de les retrouver. Donc voilà, c'est la folle soirée d'Yvon, voilà, avec plein de personnages autour de lui qui vont évidemment amener une série de quiproquos et d'embrouilles pour évidemment lui compliquer la tâche de savoir si oui ou non à la fin il va partir avec cet argent. Est-ce que vous vous sentez proche de cet Yvon ? Est-ce que vous auriez fait pareil, vous ? Je crois qu'on se pose tous la question, et je crois que tous les spectateurs se posent la question en sortant de la salle, de dire moi qu'est-ce que je ferais avec 7 millions d'euros ? Est-ce que j'appelle la police pour les prévenir ? Est-ce que je les garde ? Oui, elle est plutôt d'avis, l'épouse d'Yvon, de prévenir la police et d'être honnête et droit. 7 millions d'euros quand même, ça fait réfléchir. Non, je crois que Et puis, en fait, on agit en deux temps. Je pense que je garderai l'argent, mais parce qu'on ne mesure pas au moment où on ne pense qu'à l'argent, et à ce moment-là, on ne pense pas finalement aux emmerdes qui peuvent nous arriver en récupérant cet argent. Mais je pense que ma première réaction un peu dingue, ce serait de dire mais c'est génial, on le garde. Donc vous êtes assez proche de votre personnage finalement. Assez proche à ce niveau-là, ouais. Après c'est une vie beaucoup plus rangée. C'est vraiment le petit pavillon de banlieue, tout propre. Voilà, c'est une classe moyenne de cadres, on va dire, voilà, de banlieue où la vie est assez écrite et justement sans péripéties et sans dérèglement. Donc du coup, cet argent vient d'un coup faire exploser finalement le cadre confortable qu'a ce foyer habituellement. Ouais. Alors c'est une pièce qui existe quand même depuis une trentaine d'années, qui a été aussi incarnée par Gérard Jugnot, on en parlait, et Martin Lamotte. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez vu leur pièce ? Alors j'ai vu la pièce. Elle a souvent été montée, c'est vrai. Elle a souvent été montée. Ça a été un énorme succès à la fin des années 90 avec Gérard Jugnot et Martin Lamotte. Je l'ai vu en vidéo sur YouTube, alors dans une qualité de vidéo évidemment de l'époque. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie. Arthur Jugnot est à l'initiative du projet. On a tourné ensemble en fait un épisode de Camping Paradis et en discutant au resto un soir autour d'un plateau de fruits de mer, on disait mais nous on aimerait être au théâtre mais avec les plannings de tournage de camping c'est compliqué. Puis il dit non mais on n'a qu'à faire une tournée. Non mais je vais réfléchir. Bon, puis le lendemain matin il avait déjà tout préparé. Il dit il y a la pièce de mon père qui s'appelait Espèce menacée. Il l'avait jouée. Le hasard faisait que Thierry Kendorn qui joue le rôle d'André dans Camping Paradis avec moi a joué cette pièce pareil 600 ou 700 fois à l'époque avec Gérard et Martin. Du coup il dit je connais bien cette pièce, j'ai joué avec ton père. Alors tu pourrais reprendre ton rôle. Bon, en 15 jours il a monté l'histoire et c'est vrai que
Et j'en ai perdu le début de la question. Oui, mais c'est pas difficile justement de reprendre un rôle qui a été... donc en même temps c'est difficile. Donc j'ai regardé. Et puis Gérard Jugnot, c'est Gérard Jugnot, oui. Martin Lamotte aussi. Donc du coup, en même temps, très vite, je m'en suis détaché en me disant il faut pas chercher à faire du Gérard Jugnot. Déjà parce qu'on véhicule pas du tout la même image, le même physique. Voilà, il y a un peu de rondeur avec la bonhomie, mais c'est vrai que Gérard Jugnot à l'époque symbolisait vraiment, entre guillemets, le français moyen, un peu dégarni, la moustache. Voilà, il a le physique du petit comptable parfait. C'est vrai que j'ai quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus gaillard, un peu plus... Donc on en a fait finalement un personnage un peu plus dans l'air du temps par rapport à ma nature et à mon physique et à ce que je dégage déjà rien que quand on me regarde dans un costume avec ma petite serviette. Donc non, ça n'a pas été une source de pression. Voilà, et Arthur a fait intelligemment une petite adaptation, mais finalement très légère pour remettre à l'époque. Voilà, et on est en 2019 quand on l'avait monté la première fois. Voilà, les francs sont devenus des euros, on a enlevé les Minitel, on a enlevé des choses comme ça, mais finalement c'est très peu de choses. La pièce reste d'une efficacité finalement redoutable, et c'est là la force de Récounet dans son écriture, c'est qu'effectivement la pièce ne vieillit pas, et 30 ou 40 ans après, on retrouve la même efficacité, et les enjeux marchent toujours aussi bien qu'à l'époque. Vous le disiez, la pièce a été montée donc en 2019, il y a eu cette pause en raison de la pandémie. Ouais. Comment avez-vous vécu cette période? Ça doit être une joie maintenant, j'imagine, de revenir sur scène. Ça a été une période évidemment compliquée, comme pour beaucoup d'acteurs. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que malgré tout, les tournages ont repris plus vite que le théâtre. Donc du coup, c'est vrai qu'on a eu quelques semaines, mois, nous, d'arrêt en 2020 lors du premier confinement. Mais finalement, après, à l'été, on a pu reprendre, nous, les tournages de Camping Paradis, là où le théâtre était encore dans des reprises ou des balbutiements de reprises. Donc c'est vrai que ça a été quand même, finalement, pour ceux qui avaient la chance aussi de tourner à côté, la possibilité de travailler malgré tout. Mais c'est vrai que quand on a des projets, on a un planning chacun, on sait qu'on se retrouve à tel moment. Donc de voir les choses se retarder au point parfois de se dire on ne pourra pas reprendre et on ne pourra plus reprendre parce que les disponibilités de salles, les disponibilités des différents intervenants, acteurs, etc. fait que du coup on se dit peut-être finalement le projet va être enterré alors qu'on n'aura pas profité de tout ce qu'on avait imaginé. Bon. Et puis les choses reprennent, et puis Arthur avait envie, donc effectivement on a repris cet été une première fois au Théâtre de la Renaissance tout l'été, ça a été un très beau succès. Donc le Théâtre Fontaine là nous a proposé de repartir pour les fêtes, et du coup c'est une reprise en plus de la troupe, donc on est très très content de se retrouver pour cette aventure. Sur scène, en direct, est-ce que c'est un exercice que vous préférez, ou est-ce que vous n'avez pas de préférence entre la scène, donc ce contact direct avec le public, ou des tournages enregistrés, des enregistrements? J'aurais envie de dire que c'est pareil, mais aujourd'hui j'ai fait beaucoup de télévision, ça fait, même si j'ai un look d'adolescent, j'ai 15 ans ou 16 ans de Camping Paradis derrière moi, et j'ai passé beaucoup de temps sur les plateaux de tournage ces 15 dernières années. Donc j'avoue, le retour à la scène me fait un bien fou, et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis très contente de ces 2 heures en fait. C'est 2 heures de partage immédiatement avec les partenaires de jeu, avec le public. C'est une interaction qui se crée chaque soir. C'est vrai que là où à la télévision, c'est des journées de 10 heures ou 11 heures de plateau. On arrive le matin à 7 heures, on boit son petit café, on part le soir à 19 heures. On est dans une autre énergie, c'est une autre façon de travailler. C'est sur la longueur finalement, entre guillemets. Une journée de tournage, c'est un peu comme un marathon, c'est un peu dans l'endurance où il faut garder de l'énergie et être efficace aussi bien à 7h du matin qu'à 19h. Voilà. Alors qu'au théâtre, on arrive, on se motive, on part pour 2 heures. Pendant 2 heures, il n'existe plus rien à part la pièce. Voilà. Ouais. Et quand ça se termine, pof, le quotidien reprend. Donc c'est vrai que là, ça me fait du bien d'être dans cette énergie un peu d'instantanéité avec le public et les partenaires. Ouais. C'est vrai que vous venez de l'improvisation. Est-ce que vous improvisez sur scène dans cette pièce-là? J'improvise assez peu parce que c'est une pièce qui nécessite beaucoup de rigueur parce qu'elle est très rythmée. Ouais. Et effectivement, le risque de partir après dans l'impro, c'est de dérythmer la pièce. Et du coup, comme toute partition ou tout ce qui est un peu musical, si quelqu'un commence à casser le rythme ou à jouer faux, parce qu'il part un peu trop dans son truc, ça peut finalement déséquilibrer la pièce, déséquilibrer les autres, et finalement ne pas être de qualité et au service pour le public de quelque chose de mieux que ce qu'il y avait au départ. Donc c'est
c'est pas une pièce où en tout cas on peut se permettre et on se permet de temps en temps quelques petits dérapages, mais on peut pas d'un coup, comme à l'époque on racontait dans La Cage aux Folles où Serrault Noiret partait en impro pendant une demi-heure, 3/4 d'heure et tout. C'est une pièce, déjà, on est nombreux pour arriver à tenir ce rythme-là, et c'est une pièce qui nécessite effectivement de rester dans les rails tout du long, parce qu'il y a énormément de quiproquos, énormément d'informations, donc ça serait un coup à finalement rendre les choses encore un peu plus indigestes. Cette rythmique-là dont vous parlez très justement, c'est vrai qu'elle vient de la musique aussi. Vous êtes musicien, par ailleurs ? Non, c'est mon grand regret. J'ai jamais travaillé la musique. Je chante. Oui, parce que vous dansez. Très autodidacte, je danse, mais j'aimerais dire, je suis un peu un artiste américain, mais c'est des fois ce qu'on reproche un peu aux Français, c'est ce côté où on aime bien sectoriser les gens dans des cases, et c'est vrai que, bon alors évidemment j'ai plus de pratique dans la comédie, mais je trouve qu'un artiste doit pouvoir s'exprimer dans toutes les disciplines, et ce que font très bien les Américains. Et nous, on a encore un peu du mal. On y vient de plus en plus, hein, malgré tout. Les choses évoluent malgré tout, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand même encore sectoriser un peu les gens, et on a du mal à concevoir qu'un animateur puisse chanter ou qu'un comédien puisse danser. Alors qu'en vrai, l'art, c'est exprimer quelque chose. Qu'on le fasse bien ou mal, mais en tout cas, on est tous capables d'exprimer quelque chose. En chantant, en bougeant, en parlant, en jouant, en dansant. C'est très... Chris Marquez me l'avait dit à l'époque dans Danser avec les stars. Il me dit non, tu danses pas là. Mais tu nous racontes une histoire, mais techniquement, la danse, c'est pas ça. Mais c'était le plus beau compliment qu'il pouvait me faire. C'est que malgré tout, même si techniquement mes danses étaient loin d'être parfaites, ça racontait une histoire et ça racontait quelque chose qu'on comprenait malgré tout. Et c'était le plus beau compliment, parce que pour moi, effectivement, danser, c'est raconter une histoire. Et malgré tout, ça veut dire que même si j'étais pas le meilleur en danse, on comprenait quand même ce que je voulais raconter et faire passer comme message, et c'est très réussi. Donc voilà, pour moi, c'est ça mon travail. C'est une expérience qui vous a plu, cette Danse avec les stars ? Comment oui, avez-vous travaillé je partais de loin. Mais ma rencontre avec Denica Ikonomova, qui était ma partenaire, qui est la grande championne de cette émission, parce qu'elle a gagné, je crois, quasiment toutes les éditions qu'elle a faites, à part avec moi. Mais après, elle a eu des très bons danseurs. Et maintenant, elle est juge. Non, mais c'est déjà une excellente danseuse, ce qui est déjà... ça aide. Ça aide. Et puis surtout, elle est très bonne pédagogue, et du coup elle a su trouver les codes et les mots pour justement se mettre à mon niveau et me donner les clés pour avancer et progresser au fur et à mesure des émissions. Et puis comme je suis curieux de nature, forcément apprendre une discipline nouvelle, c'était déjà très enrichissant et très intéressant. Et puis en plus de pouvoir l'exprimer chaque samedi soir à la télévision en montant entre guillemets kermesse où on vient chacun présenter notre petit spectacle qu'on a préparé toute la semaine. C'est hyper gratifiant, c'est un magnifique plateau. Ça a été une expérience vraiment, une expérience très 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 forte, et humainement, avec les autres danseurs, avec les autres candidats, avec les juges. C'est là où j'ai aussi appris à connaître Sandrine Quétier, qui est devenue une amie par la suite. Non, ça a été vraiment une expérience très, très, très forte. Et après, on a co-présenté du coup avec Sandrine. Mais ouais, ça a été une expérience très, très, très forte, très sympa à vivre. Je vous propose une autre expérience. Je vais m'éclipser maintenant. Je vais vous laisser seul et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer, de nous les commenter. D'accord ? Très bien. Nouvelle expérience. Nouvelle expérience, effectivement. Laurent, alors le premier mot que je vous propose est corps. Corps, ça commence bien. Le corps, c'est un bon début. C'est un bon début. Non, c'est très compliqué, le corps. C'est très compliqué parce que c'est à la fois mon outil de travail. J'ai dit, j'ai réussi grâce à mon physique. Parce que finalement, j'ai commencé l'Incroyable Fiancé parce qu'on cherchait avant tout un comédien obèse. Et j'ai été choisi aussi pour ça, pour ce physique-là. Donc je dois à mon corps beaucoup de choses. Et en même temps, c'est la chose que j'aime le moins chez moi, forcément. Et c'est ce que je déteste le plus, parce que
je me rends compte que je me bats et je suis en combat permanent, en tout cas contre mon corps, pour qu'il, voilà, c'est très particulier. Donc voilà, donc c'est finalement, j'ai un rapport au corps qui est compliqué à la fois. J'ai pas de pudeur quand il s'agit de travailler, et en même temps, je suis quelqu'un de très pudique à ce niveau-là dans l'intimité. Et voilà, et ce corps cette enveloppe, finalement, j'ai du mal à lui trouver la place qui est correcte, en fait. Voilà, je me bats après des kilos en trop que j'ai perdus grâce à une opération, que je reprends et je me vois les reprendre. Et c'est très difficile, justement, de voir son corps changer, évoluer autant selon les périodes, et d'avoir la sensation, surtout, de ne pas avoir d'emprise dessus, et de finalement être assez victime de ce que lui a envie de faire, en tout cas d'un point de vue psychique. Donc voilà, c'est à la fois mon meilleur allié, mais mon pire ennemi. Comment expliquez-vous ces variations justement de poids de votre corps? Je suis quelqu'un de malade. Je suis malade de l'obésité, ce qui est une vraie maladie, c'est pas juste un défaut, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent. C'est une vraie maladie, c'est une maladie qui est reconnue, je crois, par l'OMS depuis 97, donc c'est pas si vieux que ça de reconnaître le problème de l'obésité comme tel. Et quand on est malade de l'obésité, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui soigne de l'obésité, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement chirurgical qui soigne définitivement. Moi, j'ai subi une opération de chirurgie bariatrique, une sleeve gastrectomie, qui consiste à couper une partie de l'estomac pour réduire la poche de l'estomac de 75%. Donc c'est vraiment énorme, ce qui amène du coup le fait de manger beaucoup moins, et donc de perdre du poids. Mais dans tous les cas, le gène de l'obésité est tout ce qui ne part pas avec ce bout d'estomac qu'on enlève. Donc même si on aide mécaniquement le corps à perdre du poids, en tout cas, la maladie obésité reste. Donc, quand ensuite on reprend des habitudes alimentaires qui ne sont pas toujours les bonnes, etc., on reprend du poids, et on se voit reprendre du poids, et c'est ça qui est très difficile. Et on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas, chaque individu n'est pas égal devant l'assiette et devant la nourriture, et que c'est très frustrant, parce qu'on se dit des fois, mais pas l'impression de faire des excès par rapport à mon voisin qui, lui, ne prend pas 100 grammes. Et moi, à chaque fois que je mange, j'ai l'impression de prendre 1 kilo. Donc c'est très... Il y a une sensation d'injustice qui est très forte, et puis de culpabilité, parce que la société nous fait culpabiliser d'être comme ça, mais c'est dur de culpabiliser d'avoir une maladie. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué dans le parcours. J'ai perdu 60 kilos en 10 mois. Je les reprends progressivement un peu plus année après année. Je me remotive, je me remets au sport, j'essaye de reprendre. Et en même temps, la première chose que, à l'époque, l'équipe qui m'a encadré m'a bien dit, c'est derrière cette partie-là, il n'y a pas de régime, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Le mot régime est à bannir du vocabulaire. Il y a juste à faire attention et à manger de façon saine et équilibrée. C'est vrai qu'après, quand on se fait opérer à 35 ans et qu'on a 35 ans de dérives et de mauvaises habitudes, et où justement on a eu un lâcher-prise parce qu'on avait l'impression que quoi qu'on fasse, effectivement, on prenait du poids, forcément les vieux démons ressortent, et c'est pas toujours simple à gérer. Ouais. L'émission Mon incroyable fiancé a été beaucoup critiquée pour véhiculer des clichés sur les personnes en surpoids. Est-ce que vous n'avez pas eu des regrets quand même d'avoir fait cette émission, même si elle vous a lancé? J'ai pas du tout de regret à avoir lancé Mon incroyable fiancé et à l'avoir porté, parce que justement, derrière une émission ultra potache qui n'était avant tout faite que pour divertir, elle a fait réfléchir les gens. Beaucoup de gens l'ont critiqué avant la diffusion, sur le papier, parce que les bandes annonces et la façon dont on a présenté l'émission, et dont TF1 a présenté l'émission au départ avant de la lancer, c'était évidemment outrancier et too much, mais justement pour faire réagir et créer, entre guillemets, le buzz avant. Et une fois que l'émission a été lancée, finalement, l'histoire raconte de façon très potache l'histoire quand même d'un obèse, un vrai,
Et donc, ce qu'on a amené derrière tout ça, il y avait une vraie notion de tolérance, d'acceptation de l'autre, et c'était le parcours qu'a fait la jeune fille qui a vécu cette émission-là, c'est qu'effectivement, elle arrivait avec beaucoup de préjugés, elle, physiques sur les gros, sa famille aussi, et elle a fait le chemin pour se dire, mais après tout, si je choisissais cet homme-là, je n'ai pas envie de savoir que mes parents sont contre ou pour, ou en fait non, je choisis l'homme que j'ai envie de choisir. Et ça a été justement, je trouve, un parcours qu'elle a suivi qui est positif, et voilà, et ça a mis en lumière de façon humoristique cette notion de l'obésité à la télévision, là où jusqu'à présent on ne pouvait pas dire que c'était un sujet qu'on avait beaucoup vu et traité dans les émissions, oui. À part dans les documentaires un peu sérieux. Est-ce que vous sentez que le regard des autres change suivant vos variations de poids? Selon les variations de poids, les regards changent. Après, ça dépend de qui. Il y a les gens qui vous connaissent, qui vous voient perdre du poids, reprendre du poids, perdre du poids, reprendre du poids. Il y a les gens que vous ne connaissez pas, mais qui, moi, me connaissent de par mon métier. Et puis les réseaux sociaux existent aujourd'hui. Donc il y a un côté... c'est très dur parce que justement, on ne peut pas vivre ça... on ne peut pas vivre ça finalement seul, enfermé chez soi, à se dire je regrossis et c'est comme ça. Non, c'est que là, je sais que je regrossis, je reprends du poids, je le vois, ma balance me le rappelle, les réseaux sociaux me le rappellent. Et en même temps, je continue mon métier et je viens à votre rencontre parler de tout ça. Sauf que je vois bien, quand je m'habille, je dis ah ben non, j'ai rien qui me va, ça c'est trop petit, ça va plus, il faut que je trouve un autre truc. Et c'est dur parce que justement, malgré tout, il faut assumer et venir devant les lumières avec le corps finalement qu'on n'a pas forcément envie d'avoir à ce moment-là. Merci Laurent. On enchaîne sur le deuxième mot et c'est déclic. Déclic, il y a plein de déclics dans ma vie. Il y a plein de déclics. Il y a eu déclic théâtre déjà à Trappes, où j'ai pratiqué le théâtre d'improvisation adolescent pendant de longues années, avec quelques années après le passage d'un dénommé Jamel Debbouze, voilà, qui a mis en lumière à l'époque dans nos banlieues le monde de l'improvisation théâtrale. J'ai suivi la vague suivante et on était nombreux dans cette vague suivante après Jamel. Il y avait Alban Ivanov, Arnaud de Samer, Issa Doumbia, moi. On était tous issus d'un collectif des Yvelines et du Déclic Théâtre et on a fait nos premières heures sur scène grâce à l'impro, et puis après chacun a continué et a avancé dans sa carrière. Moi, ça m'a amené à Mon incroyable fiancé, et puis après à la suite de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui d'un point de vue grand public. Et puis il y a eu des déclics. Il y a eu ce déclic en 2014 quand j'ai décidé de me faire opérer de cette opération de chirurgie bariatrique pour perdre du poids. Ça a été quelque chose qui a été, après moult tentatives de régime, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, et je veux changer, et ça peut m'aider. Après, il y a la difficulté, comme on disait, et la complexité derrière de vivre avec tout ça. Mais ouais, ça a été un moment de déclic important dans ma vie. J'étais un jeune papa, c'était l'année de mon mariage, donc ouais, ça a été quelque chose de... Cette année 2014 a été une année forte dans ma vie. Ouais. Et quand est-ce que vous avez eu un déclic pour le théâtre, pour la comédie, pour ce métier? Le déclic pour ce métier, je l'ai eu très jeune. Je l'ai eu à l'époque chez mes parents. Je devais avoir 5-6 ans. On avait une platine disque vinyle 33 tours. Et mes parents avaient les albums de Coluche où étaient enregistrés ces spectacles, ces blagues sur Europe 1 avec les best-of de toutes ces émissions. Et j'écoutais ça en boucle, gamin. Et je trouvais fascinant la force de ce personnage de dire...
une phrase, d'avoir des rires, une phrase, d'avoir des rires. Et j'ai dit très vite à mes parents, mais c'est ça que je veux faire comme métier. Alors, bon, mes parents étant fonctionnaires tous les deux, c'était pas forcément évident pour eux de projeter l'avenir de leur enfant dans le monde du spectacle et de la comédie. Mais bon, ils m'ont toujours accompagné, toujours soutenu. Voilà, et ils ont eu tendance à me dire fais quand même un peu d'études, passe ton bac d'abord, et puis après tu verras. Mais ça n'a jamais été une source de conflit, en tout cas, de vouloir être comédien. Et puis finalement, les expériences que j'ai pu vivre m'ont pas amené à l'exercice du one-man show, parce que j'aime la troupe, j'aime travailler en équipe. L'impro, c'était ça, c'était avant tout de travailler en collectif. Donc du coup, j'aime le travail. Donc du coup, c'est vrai que la notion du one man, je m'en suis détaché finalement avec l'âge. Après, en me disant non, j'ai envie de partager les choses. C'est vrai qu'en impro, vous avez été champion des Yvelines en 2000 et champion de France en 2000. 2000, ouais, dans ces années-là. C'est ça, en 2001. 2001, ouais, je devais être. Bravo. Merci. C'était un exercice, l'improvisation, où j'étais assez à l'aise. Mieux que Jamel, je crois. Oh non, Jamel, il a été aussi. Non, Jamel, il était. Jamel, il avait une force, une tchatch incroyable, et c'est cette tchatch qui l'a amené à l'époque, justement, et sur scène tout seul, et à la radio. Il a commencé sur Radio Nova, il a fait des choses, mais il était très débrouillard, et il avait il avait une force de séduction, entre guillemets, dans la tchatch qui était dingue. Où qu'il passait, il avait une aura, il ouvrait la bouche et tout le monde l'écoutait. En impro, il avait ça aussi. Et c'était un très bon improvisateur. Après, en impro, les titres, c'est pas comme au foot, hein, ça nous amène pas forcément des choses derrière. C'est juste, voilà, c'est le décorum un peu du spectacle, où c'est des matchs, donc il y a deux équipes, un arbitre, le public vote à la fin de chaque sketch improvisé pour l'équipe qu'il a préférée. Donc ça met en place la notion d'un petit championnat, mais on se prend pas très au sérieux derrière tout ça. Mais c'est vrai que c'était quand on est jeune, en tout cas, et qu'on sort de banlieue et qu'on découvre un peu tout ça, c'est vrai que c'était une petite sorte de consécration au niveau local, de pouvoir dire ouais, je suis champion de France d'impro. Voilà, c'était chouette. Ouais. Comme Jamel Debbouze, vous accompagnez également des jeunes des quartiers maintenant. Est-ce que vous êtes devenu un passeur, en tout cas, puisque vous donnez des cours? Est-ce que vous les accompagnez aussi comme lui? Non, pas autant. J'aimerais. J'ai pour projet j'ai donné beaucoup de cours, j'ai animé beaucoup d'ateliers avec des jeunes, des moins jeunes, autour de l'improvisation théâtrale. Je m'en suis un peu détaché aussi parce que j'en avais fait le tour et j'avais pas l'impression de trouver la force pour me renouveler dans ce que je pouvais proposer. Donc c'est vrai que j'ai mis ça un peu de côté, mais j'ai envie de revenir, en tout cas. J'ai travaillé à l'époque à l'Éducation nationale, j'ai été pion. Enfin, j'ai toujours été dans des choses quand même autour de la transmission et du partage. Et c'est vrai que j'ai très envie de retrouver un projet comme ça, d'apprentissage, de liaison, de connexion entre des jeunes ou des moins jeunes et ce que je peux leur apporter moi. Donc c'est une idée que j'ai en tête. Par exemple, aujourd'hui, il y a, la série Camping Paradis a été déclinée, et il y a vraiment des centres de vacances qui s'appellent les centres de vacances Camping Paradis. Il y a une 50aine d'établissements en France qui se sont ouverts sur ces 2 dernières années. Et derrière tout ça se trouve une équipe d'entrepreneurs qui ont une vraie démarche derrière tout ça. Ils ont créé un truc qu'ils appellent la Camping Paradis Academy, où ils forment chaque année une centaine d'animateurs au monde de l'hôtellerie, de tourisme de plein air, donc tout ce qui touche au monde du camping, mais avec en allant des animations sur scène comme on peut imaginer, à les animations culturelles, la découverte des terroirs, etc. Et en tant que parrain, j'y suis allé passer une journée de formation avec eux, et ça m'a vraiment passionné, et c'était vraiment très intéressant de travailler autour de justement ce que l'acteur pouvait amener à des animateurs qui eux aussi sont en représentation durant leur travail dans le camping. Et du coup, ouais, ça m'a donné encore plus envie de me dire il faut vraiment que je retrouve quelque chose autour de la transmission, parce que je trouve ces échanges hyper intéressants. Ouais. Un prochain déclic, peut-être. Exactement, absolument. On passe au 3e mot. Il est mariage. Je
suis un homme marié. Je me suis marié en 2014 et on peut dire que ce mariage était bien plus fondé que ce faux mariage qui m'a fait connaître à la télévision, qui était Mon incroyable fiancé. C'est marrant parce que je me suis marié en 2014, j'ai rencontré Ludivine, mon épouse, en 2010, et dans les premières choses qu'on s'est dites en 2010, c'est tu veux te marier toi? Non, moi non plus. Et on s'était dit on ne se mariera jamais. On a eu notre fille Capucine en 2012 et bizarrement, l'envie de s'unir et l'envie de vraiment créer une famille, de porter le même nom, voilà, ça a été finalement plus forte et on s'est décidé à se marier et c'était l'envie en fait aussi de réunir tous les gens qu'on aime et qui nous aiment et étant tous les deux d'univers très différents, elle était à l'époque étudiante encore en formation d'infirmière. Du coup, ça nous amusait d'imaginer finalement nos deux mondes et vraiment que ce soit les familles, le pro, le professionnel, etc. Que tout le monde se rencontre et passe une journée avec nous autour de nous, voilà, pour permettre à des gens qui avaient peu de chances de se rencontrer finalement de se rencontrer. Et ça a créé à l'époque des rencontres assez improbables et assez magiques où des gens finalement sont toujours en contact depuis et ont créé des affinités et des amitiés alors qu'il n'y avait aucune raison dans la vie de tous les jours qu'ils puissent se croiser. Du coup, c'est assez rigolo. Donc ça a été un mariage réussi pour tout ça. Était-ce un mariage traditionnel, un mariage à l'église? C'était un mariage, c'était un mariage à la mairie et avec un peu à l'américaine, avec une cérémonie laïque, pardon, dans un parc, voilà, avec un monsieur qui a animé tout ça, un petit groupe de gospel. Enfin, c'était très sincère et c'était très. On avait écrit nous-mêmes là, du coup la cérémonie, ça racontait nos histoires, notre passé respectif à Ludivine et à moi. Il y avait vraiment envie de mettre, de mettre carte sur table en fait dans la sincérité de notre union, de notre relation, de nos sentiments, voilà, avec tous les gens qui nous entouraient. Donc cette cérémonie, bien que non religieuse, en tout cas, était très sincère et très touchante. Et je crois que ça a été d'ailleurs le moment le plus fort de la journée où effectivement tous les invités nous ont dit, pour ceux qui nous connaissaient pas sous tous les angles, nous ont dit on s'est pris une claque à finalement rentrer dans votre vie et dans votre couple, et c'était des retours très touchants de leur part. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure votre faux mariage, donc toujours dans l'émission Mon incroyable fiancé. Cette émission véhiculait des valeurs un petit peu dérangeantes, puisque la candidate qui a gagné a obtenu 100 000 € pour faire accepter le mariage à sa famille. Elle a même gagné 200 000 €. Même 200 000 €. Bon. Elle a gagné 200 000 €. C'est un peu dérangeant de se marier pour l'argent. Ah, on se marie pas pour l'argent, non. À l'époque, Mon incroyable fiancé, les règles étaient simples. C'était effectivement, il fallait que deux personnes qui ne se connaissent absolument pas fassent croire à leurs familles respectives qu'ils allaient se marier. Et si les familles et que tout le monde était d'accord pour cette union, les deux candidats empochaient la somme de 100 000 €. Voilà. Et puis donc j'étais comédien et tout était scénarisé. Elle ne le savait pas et donc on lui a fait vivre une aventure un peu machiavélique, il faut le reconnaître. Mais malgré tout, il n'y avait aucun engagement, amoureux derrière, ni de sa part, ni dans le mariage. Enfin, tout était faux et tout était clair pour elle depuis le début. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'elle pensait, elle, finalement faire un canular à ses parents en se disant je vais faire croire à mes parents que j'ai trouvé un mec, je vais me marier avec lui, etc. Et en même temps, elle ne savait pas que finalement le mec qu'elle avait choisi était comédien, que toute cette fausse famille autour d'elle était comédien aussi, et que nous, on avait un scénario à suivre et qu'on essayait justement de lui faire vivre le scénario qu'on avait imaginé. Mais dès le départ, elle y allait avec quand même du recul, du second degré, et malgré tout, même si effectivement il y a un côté, mais un peu comme dans tout canular, il y a un côté amener quelqu'un dans un état
en le manipulant, parce que le principe d'un canular, c'est de manipuler quelqu'un autour d'une farce. Ça peut être dérangeant, mais une fois de plus, il y a le côté potache de l'époque fait qu'on n'était pas dans des propos... on n'était pas dans des propos violents ou dans des propos choquants, absolument. Quand on regarde ça 15 ans après, les dérives de la télévision sont bien plus inquiétantes que Mon incroyable fiancé à l'époque. Ouais. Bon, on passe au 4e et dernier mot, et c'est paradis. Paradis. Ma vie est un peu un paradis par moment. J'ai beaucoup de chance. Je me considère comme quelqu'un de très chanceux. Et ce mot paradis, c'est vraiment, je pense, un des mots que j'ai le plus utilisé dans mon vocabulaire ces 15 dernières années, avec le mot camping. Non, ça a été... cette série est arrivée dans ma vie... Suite à Mon incroyable fiancé, Jean-Luc Azoulay, le producteur de la série, m'a contacté en me disant: j'ai un projet de fiction, je sais que vous voulez faire de la fiction, que vous êtes comédien, que vous voulez faire ça avec TF1. Voilà, j'ai un projet qui s'appelle Camping Paradis. Vous seriez le directeur de ce camping et on vivrait les aventures de ce directeur, de son équipe, avec les gens qui viennent passer des vacances. Quelque chose de très humain, quelque chose de bienveillant. Et j'ai lu le scénario et en fait j'aimais les valeurs positives et ouais, le côté feel good en fait de ce que représentait le scénario, ce côté voilà, des gens qui arrivent avec des problématiques de famille, des problématiques de couple, de boulot, etc. Et puis pendant leurs vacances, ce directeur de camping qui essayait de trouver les mots et l'empathie nécessaire pour décoincer ou dégripper des situations. Et voilà, et c'est vrai qu'on a commencé en 2005, on en a fait un. Puis ça a marché, donc on en a fait 2, puis le deuxième a marché, donc on en a fait 3, et puis au bout d'un moment, il y a eu une envie d'aller plus loin, d'aller plus vite, et effectivement, c'est devenu la série qu'on connaît encore aujourd'hui, et ça fait maintenant 16 ans, ou 15 ans, 16 ans, on est à une centaine d'épisodes de cette série, donc c'est une aventure incroyable, parce que forcément, quand on signe la première fois, on n'imagine pas se dire dans 15 ans on y sera encore, et voilà, et tout ça est grâce à la fidélité du public qui depuis 15 ans est là, fidèle au rendez-vous. De temps en temps il y a des hauts, de temps en temps il y a des bas, mais en tout cas sur l'ensemble il y a une stabilité et une fidélité du public qui est exceptionnelle. Donc du coup c'est un plaisir de pouvoir vivre ça, et même artistiquement, en tant que comédien, quand on joue un rôle, on joue une pièce, le rôle est toujours le même, il est écrit. Là, finalement, le rôle évolue et le rôle vieillit avec le comédien qui endosse le costume, et le personnage de Tom Delorme que j'incarne depuis 15 ans, entre le premier épisode et les épisodes d'aujourd'hui, il a évolué, il a mûri, il a vieilli avec moi, il a changé physiquement aussi avec moi, et ça a amené aussi des choses dans la série. Donc ouais, non, ce Camping Paradis aura évidemment marqué ma vie. Je pense que maintenant on est évidemment plus proche de la porte de sortie que de la porte d'entrée. Ça fait 15 ans. Donc, alors justement, est-ce que vous allez continuer? J'ai lu que vous alliez rejoindre une autre série de TF1, Léo Mattei. Oui, oui. Alors, je viens de terminer d'ailleurs un épisode de Léo Mattei avec Jean-Luc Reichmann, mais c'est un épisode, c'est juste le temps d'un épisode. Je joue un des invités de cet épisode-là, mais non, ça ne remet pas en cause l'avenir de Camping Paradis. Non, Camping Paradis, on a tourné les épisodes de la saison 2021 là au printemps et au début de l'été, et on repartira avec une nouvelle saison dès le printemps prochain, avec toute l'équipe réunie autour de moi. Donc non, ça. Donc vous restez au paradis. On reste au paradis, ouais, pour le moment. Au Camping Paradis. Et en fait, c'est assez fou quand on fait une série, parce que il y a toujours une sorte de... Parce que quand on est acteur, on aime jouer. Donc on a envie de jouer plein de trucs différents, on a envie de faire plein de pièces différentes, plein de films différents. Donc c'est vrai que quand on est acteur, souvent quand on commence une série, on a toujours un petit peu peur, effectivement, de l'étiquette que ça va amener, de dire oui, mais si je fais ça, après je pourrais pas faire ça, etc. Mais en même temps, c'est assez dingue de
voilà, et au début, on a tendance à dire non, mais je vais faire autre chose. Et puis finalement, au bout d'un moment, quand on aime déjà la série dans laquelle on est et le personnage qu'on incarne, bah, finalement, après, on se bat finalement pour que la série dure le plus longtemps possible et qu'on puisse vivre cette aventure-là, bah, finalement, encore un maximum de temps. Et c'est vrai que Camping Paradis, c'est une famille de comédiens, c'est une famille de production, c'est une famille de techniciens avec nous. On se suit depuis, pour la plupart, 15 ans. Et c'est vrai que le jour où ça s'arrêtera, même si des fois on se dit ouais, bah, de toute façon, quand c'est fini, c'est fini. Évidemment, on sait très bien que le jour où ça s'arrêtera, ça sera très dur pour tout le monde de tourner la page et que ça sera 15, 16, 17, 20 ans de notre vie qui se refermeront. Donc oui, c'est évidemment, j'appréhende le moment où ça va arriver, oui, ça c'est sûr. Alors parlons d'un autre paradis, le paradis céleste. Vous y croyez ? Vous m'emmenez dans des sujets compliqués là. Je vais m'installer. Oui, on est là pour ça. Vous êtes voilà. Je vais m'installer. Non. J'ai ce défaut de me raccrocher à des croyances quand ça va pas. Comme pour me rassurer, comme pour quand on se sent dans des moments un peu perdus ou un peu désespérés et où on cherche à se raccrocher à des parois lisses. Donc du coup, j'aurais tendance à croire en des choses ou à accepter certaines croyances dans des moments, dans des situations de difficulté. Après, c'est vrai que je me définis comme quelqu'un qui n'a pas de croyances particulières. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'ai été surveillant dans des établissements scolaires, dans des collèges et des lycées. J'ai travaillé d'abord dans des établissements publics. Et puis, le dernier établissement que j'ai fait était à Saint-Germain-en-Laye. Et c'était un établissement privé. Et du coup, il y avait un entretien d'embauche. Mais l'entretien d'embauche était à la fois avec le directeur d'établissement, mais aussi la mère supérieure, puisque c'était un établissement catholique. Et donc, il y avait la mère supérieure, il y avait une ou deux sœurs avec elle, il y avait le conseiller principal d'éducation et le directeur de l'établissement. Et du coup, je me rappelle que je me disais, moi, j'ai pas de croyance, donc je me définirais plutôt comme athée, je crois. Et je me disais en même temps, qu'est-ce que je fais dans un établissement où effectivement il y a du catéchisme et des messes régulièrement. Et du coup, la mère supérieure m'a demandé quelle relation j'entretenais avec la religion, et je lui ai dit aucune, mais je pense que chacun est libre en tout cas de croire à ce qu'il veut, et c'est le partage de tout ça qui rendra plus fort. Et bon, ça n'a pas été éliminatoire et j'ai travaillé dans cet établissement pendant quelques mois, et après j'ai eu la chance de faire le casting de Mon incroyable fiancé, donc j'y suis pas resté très longtemps, mais du coup ça a été j'avais pour collègue des sœurs qui étaient surveillantes avec moi, j'étais surveillant aussi. Moi je venais de coins de banlieue un petit peu plus, j'avais travaillé dans des établissements un peu plus chauds, on va dire. Là c'était un peu plus, c'était assez différent, mais j'en garde un bon souvenir, et voilà. Mais sinon oui, c'est vrai que après j'ai peu de choses qui me ramènent à la religion et à ces choses-là. Vous avez des racines chrétiennes pourtant ? J'ai des racines chrétiennes, oui, j'ai des racines chrétiennes. Vous n'avez jamais été baptisé ? Je ne crois pas, non. Je sais même plus. C'est terrible. Pourtant, c'est pas un sujet tabou à la maison avec mes parents, loin de là. Mais non, oui, si, j'ai été baptisé quand même, peut-être, enfant. Et puis après, j'ai fait un tout petit peu de catéchisme. Et après, malheureusement, ça tombait les mêmes heures que le rugby à 13. Et donc, du coup, j'ai fait un peu de rugby. Et du coup, mais très vite, non, c'est vrai que je me suis... j'ai pas eu de moment dans ma vie, en tout cas, où vraiment la religion m'a rencontré, ou en tout cas m'a donné, ouvert des yeux sur des choses. Enfin, non, j'ai du mal avec ça, en fait. Je vois ça comme une forme de communautarisme, et je trouve que je n'aime pas le communautarisme, quel qu'il soit, et du coup, je suis pour une liberté individuelle, et où justement chacun est libre vraiment de faire ce qu'il veut, mais
Et je trouve que la paix vient de là, en fait, quand justement, voilà, quand les choses sont trop, après, sectorisées, j'aime pas ça. Et quand vous pensez on en parlait, à l'au-delà, vous disiez que vous pouviez comprendre qu'il y ait des croyances dans ces moments-là. Et vous-même, vous en avez peut-être. Oui, parce que, alors, oui, parce que je pense que j'ai, de par mon éducation, de par, voilà, oui, mon éducation, je viens de famille où on est, je pense, croyant sans être pratiquant. Donc forcément, je pense que c'est toujours pareil quand on se sent un peu dans des phases compliquées de sa vie et un peu désespéré. Voilà, finalement, j'aurais envie de dire aussi, même adulte, on pourrait crier maman. J'ai besoin d'aide. On se rattache finalement aux choses qui semblent être le plus qui nous ont construits, entre guillemets. Donc voilà, je pense qu'il y a évidemment ça. Je pense que j'aurais tendance à me tourner vers mes parents et puis de par mon éducation aussi à aller sur ces croyances-là en disant bon, mais en même temps, c'est nul. Si c'est croire ou essayer de croire ou se convaincre de croire juste au moment où ça va pas, ça marche. C'est pas. Je pense pas que ça soit ça la définition de la foi. Donc voilà. Mais quand je pense à tout ça, oui, j'aimerais qu'il y ait un paradis. Mais j'ai peur que s'il y a un paradis, ça veut dire aussi qu'il y a un enfer en face. Et ça peut m'inquiéter. Merci pour ce partage. Merci. Je vais revenir auprès de vous. Avec plaisir. À tout de suite, Laurent. Alors Laurent, comment avez-vous ressenti cette expérience? En tout cas, j'ai remarqué que quand j'ai dit paradis céleste, vous avez levé les pieds et vous les avez mis ici. J'avais besoin. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je ne sais pas ce que ça pouvait vouloir dire. Je crois que j'avais besoin de. Non, c'est difficile comme. C'est difficile parce qu'on cherche toujours à organiser sa pensée pour dire les choses de façon la plus claire possible, pour qu'on puisse échanger et partager. Mais c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels je m'exprime pas ou peu, et voilà, il y a de la pudeur, et puis en même temps, c'est pas. Je me dis que les gens sont pas forcément intéressés par ça, en tout cas me concernant. Donc du coup, c'est vrai que c'est des sujets compliqués, puis c'est des sujets ça touche à l'intime et au personnel, et voilà, et les croyances de chacun. Évidemment, je les respecte et je suis pour les respecter, mais c'est vrai que j'ai du mal avec ces sujets-là, parce que j'ai l'impression que beaucoup de mots de notre monde moderne et de nos sociétés est souvent dû à ces problèmes de religion, et du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui vers qui j'ai du mal avec ces sujets-là, oui, c'est vrai. On ne parlait pas spécialement de religion, on parlait de moi, paradis, oui. d'au-delà, oui, mais du coup ça de amène finitude. Oui, et chaque religion a sa définition de tout ça, mais j'ai envie d'y croire, hein, mais c'est ce que j'ai. Le problème, c'est que s'il y a le paradis, il y a l'enfer en face. Et voilà, et dans le jugement qu'on a de soi-même, je sais pas. Ça, c'est une vision très chrétienne. Oui, c'est ça. Catholique, effectivement. De mes origines, oui, de ce que j'ai entendu de ma grand-mère, mes parents. Donc forcément, oui, j'ai baigné, entre guillemets, dans ça. Est-ce que vos deux enfants sont baptisés? Non, mes enfants ne sont pas baptisés, et là-dessus, avec mon épouse, on partage la même vision des choses. Donc du coup, c'est vrai que après, si eux, plus grands, décident de se tourner vers n'importe quelle religion, on les accompagnera et on les laissera trouver leur voie autour de tout ça et structurer l'envie de vivre ça librement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, de nous-mêmes, on n'a pas tendance à les amener vers ça. Leur laisser la liberté. Exactement. Merci beaucoup. Merci. De votre présence, Laurent Ournac. Je rappelle, donc on peut vous voir sur scène au Théâtre Fontaine avec Espèces menacées, donc mise en scène par Arthur Jugnot. D'autres projets, d'autres choses D'autres projets rapidement.
Non, pas tout de suite. Voilà. Déjà, Pas le tout de théâtre suite. prend quelques Bon. mois, ensuite Camping Paradis. Alors déjà, on donc, vous voit l'année est déjà bien chargée. sur scène au Théâtre Fontaine. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci à de votre vous accueil. derrière vos écrans. Vous pouvez revoir le replay sur ktotv.com. À bientôt.